Et Madeleine commence à dresser le couvert. Sa précision m'épate à chaque fois. Quelle science du temps pour elle qui ne sait pas lire l'heure. Elle s'y prend toujours à l'avance, de peur peut-être qu'un de ses collègues ne lui dérobe ce qu'elle considère comme un privilège. Pensez donc qu'elle a la chance d'avoir librement accès aux meubles à couvert. La cuisine n'est pas fermée à clé, comme celle des autres unités de la maison d'accueil. Cette partie du bâtiment, la plus ancienne, a pu, je ne sais par quel miracle, échapper aux normes sécuritaires qui ont présidé à la restructuration et à l'agrandissement des locaux. Sans doute trop cher de modifier ces murs d'un mètre d'épaisseur. Tant pis, avions-nous dit à l'époque, nous y mettrons les plus capables. Et c'est ainsi que Madeleine peut jouir de son autonomie relative et contribuer à sa manière à l'édification du rite collectif du repas. Imaginez si elle avait habité une des autres unités dont l'accès à la cuisine dépend du trousseau de clés dans la poche de l'accompagnant, qu'en aurait-il été de cette liberté de se soucier de l'autre en dressant le couvert? Je la regarde faire, et puis je m'interroge quand même, suis-je si sûr que ça, que c'est pour pur souci de l'autre que Madeleine prépare la table pour la petite collectivité dont elle fait partie? Cette attitude ne s'inscrirait-elle pas plutôt dans les rituels qu'elle a, comme chacun de nous, mis en place pour que sa vie soit vivable? Tiens, c'est intéressant ça. Il faudra que j'en parle en réunion de synthèse. Est-ce que mes collègues se posent aussi cette question? Non, je ne suis pas en réunion de synthèse, je suis, comme on dit, en situation. Et là, en situation, dans ce moment précis, est-ce si important que ce soit l'une ou l'autre hypothèse qui prévale? Donc, aujourd'hui, et aujourd'hui uniquement parce que j'y pense, et je l'avoue, ce n'est pas toujours le cas, j'y pense pas tout le temps, je choisis de remercier Madeleine pour cette participation, au lieu de lui asséner, comme j'en ai trop souvent l'habitude, et j'en suis trop souvent capable, cette phrase « Mais c'est bien trop tôt, Madeleine !» Phrase dont, au fil des années, elle m'a démontré l'inefficacité. Alors, petite attention, certes, que ce remerciement n'est peut-être pas si inutile que ça. Cette attention, elle se veut aussi commentaire qui inscrit les gestes de Madeleine dans la dynamique relationnelle du collectif. Si je n'avais rien dit, peut-être que ça serait passé inaperçu. Si je dis mais c'est trop tôt, Madeleine, on se rend compte que Madeleine est en train de mettre le couvert qu'elle met tous les jours. Alors, au bruit des couverts remués, Pablo abandonne son poste de vigie à la porte du fond du couloir pour venir faire l'inspecteur des travaux finis. Il vérifie la juste place de chaque objet. Opération indispensable après la tornade Madeleine, quand on sait que chacun des convives, à l'occasion de Noël ou d'anniversaire ou je ne sais trop quelle fête, s'est vu offrir qui un bol, qui une assiette creuse ou plate, et pas toujours assortie. Et donc attribuer à chacun son couvert relève de la performance. Et on mesure à quel point l'intervention de Pablo est salutaire. Il déplace un verre, vérifie le parallélisme des cuillères et couteaux, oriente les assiettes afin que les motifs qui les décorent soient bien dans le bon sens. Et il n'est pas question que quiconque vienne perturber sa mise en ordre du monde. Ce souci du rangement n'est qu'une des expressions, parmi les moins troublantes, de sa pathologie, dont il essaye tant bien que mal de juguler les effets par les tentatives, je dirais désespérées, et souvent désespérantes pour son entourage, de maîtrise de son environnement. Et quand Madeleine, qui se met en colère, s'irrite de son intervention qu'elle juge intempestive, la petite querelle qui s'ensuit ne semble pas pour autant entamer ni mettre en danger le lien quasi affectueux qui, au fil des années de fréquentation, s'est tissé entre eux. Ces petites sautes d'humeur arrivent là comme pour ponctuer la participation de chacun à la mise en route du repas. Je m'y suis habitué, je pense même que ces préparatifs un peu tumultueux font partie intégrante de ce qui fait que les repas d'ici sont les repas d'ici. Ils inaugurent ces moments si particuliers, partagés par une dizaine de personnes qui n'ont pas choisi du tout d'habiter ensemble, et que leur vie difficile a amené là, dans cette maison d'accueil spécialisée. Les repas d'ici. Les repas d'ici, c'est une drôle de formule, hein.
On dirait une enseigne de restaurant. Les repas d'ici, je l'imagine appliqués sur la façade d'une auberge, promettant aux voyageurs une immersion bienfaisante dans une atmosphère qui n'appartient qu'à ce lieu, les repas d'ici. Mais revenons à l'issue du repas. Entrons dans la salle à manger et asseyons-nous à cette table. Et la vie est là. Pour leur contenu d'enseignement, palpable pour peu qu'on apprenne à regarder. Pour peu que j'apprenne à regarder, moi que l'on paye, pour que l'existence de ces gens soit vivable. Et aujourd'hui, on me paye en ce début de repas pour réchauffer les plats que la maîtresse de maison a mis dans le réfrigérateur en début d'après-midi. C'est la liaison froide. Vous avez tous ici ce que c'est qu'une liaison froide. Non? Mais pour les quelques incultes qui l'ignoreraient, je vais me faire un plaisir de vous le rappeler. Je suis allé chercher. 1. Après confection, les plats sont conditionnés en rations individuelles ou en plats collectifs dans des barquettes fermées par thermosoudage. 2. Une cellule de refroidissement rapide abaisse la température au cœur des aliments de plus 65 degrés Celsius à plus 10 degrés Celsius en moins de 2 heures, y compris la durée de manutention. 3. Les barquettes sont placées dans une armoire ou chambre de stockage à une température oscillant entre 0 et plus 3 degrés Celsius. 4. Le transport à destination des restaurants satellites s'effectue en véhicule réfrigérant, plus 3 degrés Celsius, ou isotherme, pas de degrés Celsius aussi. 5. Sur chaque site, les produits sont entreposés en armoire réfrigérée à plus 3 degrés Celsius. 6. In fine, avant consommation, ils subissent un réchauffement rapide à au moins 65 degrés Celsius à cœur en moins d'une heure. À cœur, par hacker. Vous l'aurez compris, je suis donc chargé du réchauffement à cœur en moins d'une heure à 65 degrés Celsius. Et quand avec moult précautions, j'introduis le grand saladier de soupe dans le micro-ondes, je ne peux m'empêcher de penser avec nostalgie à notre vieille cuisinière espagnole qui officiait sur un piano à charbon. On lui coupait le bois pour allumer le feu à 5 h de l'après-midi. Et accepter ou supporter parfois, soyons honnêtes, la présence plus ou moins efficace des uns ou des autres. C'était tellement mieux avant. La liaison était beaucoup moins froide. On entrait dans la cuisine comme dans un moulin. Les microbes opéraient tranquillement leurs allers-retours par les ouvertures qui n'étaient pas encore barrées par des portes coupe-feu. Tiens, à propos des portes coupe-feu, essayez donc aujourd'hui, pour peu que vous soyez un peu mal en point, d'ouvrir une porte équipée d'un, je cite, dispositif de fermeture de porte avec amortissement équipé d'un mécanisme à fonctionnement manuel pour lequel l'énergie de fermeture est fournie par l'utilisateur, alors que l'ouverture de la porte, énergie qui, lorsqu'elle est libérée, provoque le retour de la porte dans sa position fermée, et ce, avec amortissement. Texte officiel. Fin de la citation. Et tout ça sans compter l'effet de succion, ça c'est moi qui le rajoute, provoqué par la haute aspirante, que l'on nomme aussi, et je cite encore, la tourelle ou caisson extraction avec volute équipée d'ondes à réaction, je saute, à 2 vitesses ou une vitesse variable en fonction du process ou de la solution d'économie d'énergie. C'est pas beau ça? Mais je m'amuse. Je m'amuse d'une critique facile et je suis bien content aujourd'hui d'être encore en vie parmi vous, protégé que j'ai été des éventualités d'incendie, des suspicions d'odeurs nauséabondes et les possibilités d'intrusions indésirables suscitées par des portes que la négligence des uns ou des autres aurait laissées ouvertes. Vous mesurez donc aisément le plaisir que je peux avoir à réchauffer les plats. Et c'est toujours moi qui me colle. Imaginez qu'un des convives s'est bouillante en sortant la soupe du micro-ondes, sans compter que le saladier, parce que c'est dans un saladier, en Pyrex, sans compter que le saladier, il est plein à rabord. Hein. Et me voilà donc parti pour ce trajet d'au moins 3 mètres, à petits pas mesurés, l'œil aux aguets dans la crainte que l'un ou l'autre vienne me bousculer. Vous savez, je me fais penser parfois à un prêtre portant en grande pompe les saints sacrements. Il m'arrive même parfois de faire le clown et d'effectuer ce geste en chantant les premières mesures de la marche funèbre. Et certains convives alors entrent dans le jeu en se joignant à leur voix, à la mienne, et ainsi, de fastidieuse qu'elle était, cette tâche se transforme-t-elle parfois en une plaisanterie. Et je remarque que cette plaisanterie, là je redeviens sérieux, que cette plaisanterie, comme d'autres, tout aussi bête et tout aussi de mauvais goût, je le reconnais, a au moins 2 avantages. Le premier avantage, c'est que ce n'est pas rien,
cet avantage-là, ça me fait du bien. Dans ce moment souvent compliqué qu'est le début du repas, mais et surtout, elle est sur le mode de l'humour comme une inauguration rituelle de ce moment. Et il me revient souvent ce souvenir de mon enfance protestante. Au temple le dimanche, le pasteur, au moment de la communion, prononçait cette phrase qui est extraite, je crois, de la parabole du grand souper. Je vais chercher un petit peu, parce que c'est vieux. Le Christ disait « Venez car tout est prêt ». Et malgré mon athéisme d'aujourd'hui, ben, cette part intime de ce que je suis continue de s'inviter sous la forme de l'humour dans ma pratique professionnelle. Vous voyez que le fond de soi n'est jamais bien loin du fond des casseroles quand même. Hein. Mais revenons sur terre. Ça y est, la soupe est sur la table. Nous allons pouvoir manger. Tout le monde est là. Ah non, non, tout le monde n'est pas là. Il manque Pablo. À tous les coups, une fois terminé sa vérification des couverts, il est retourné dans sa chambre et s'assure pour la 10e fois que le linge apporté ce matin dans son placard par la maîtresse de maison est bien rangé à la manière qui lui convient. Ça serait la fin du monde s'il laissait un slip dans le voisinage délétère des chaussettes ou si un pull échappait à sa vigilance pour rejoindre l'étagère des pantalons. Il ne viendra s'asseoir à sa place au bout de la table que quand il aura achevé sa mission. Il affichera son air préoccupé, mais non sans l'atténuer toutefois d'une malice dans le regard et d'un léger sourire à lèvres. Et ce sourire de Pablo, eh bien, il a fallu des années pour qu'il arrive. Nous, les professionnels, nous en avions fait le deuil depuis longtemps. Non, Pablo ne sourira jamais, cette tête. Toujours le nez pointu comme ça, un ventre profil. Sourit pas. Et nous, on s'était découragés. Mais Marc, un de ses collègues, lui, il ne s'était pas découragé. Et je me souviens qu'à longueur de repas, il se mettait devant son nez et lui répétait comme ça, le visage là. « Allez Pablo, souris Pablo, fais comme moi Pablo, souris. Fais comme moi. » Il mêlait dans son visage, dans le ton de sa voix, à la fois l'inquiétude que lui procurait le visage fermé de Pablo, et en même temps la légèreté et le plaisir du jeu, parce qu'il jouait. Je me souviens aussi de mon indécision face à ce type de relation. Aurais-je dû la faire cesser en demandant à Marc, par respect pour son collègue, de ne plus les insister ainsi? Mais que savais-je de ce qui se passait dans la tête de l'un et de l'autre? Que savais-je de ce qui se passait dans la tête de l'un et de l'autre? C'était leur vie. Et Pablo n'avait pas l'air de souffrir de ce que, de l'extérieur, on aurait pu prendre pour un harcèlement. Mes collègues et moi avions laissé faire. Et Pablo, un jour, s'était mis à sourire. Alors, est-ce que c'était dû à ça ou pas dû à ça, on ne sait pas. Mais il y avait eu ça. Et un jour, il s'était mis à sourire. Sourire de sa bouche édentée. Un sourire qui donnait de la lumière à ses yeux bleus. Et ce petit sourire d'aujourd'hui, eh bien, il est au nombre de ces signes quasi imperceptibles qui font la vie d'ici, dans les repas d'ici. Pablo ressort de sa chambre, il revient, il s'assied précautionneusement au bout de la table, place qu'il sait efficacement défendre, s'il s'avérait qu'un empêcheur de manger en rond se risque à la lui dérober. De ses gestes minutieux, il essaye de neutraliser le désordre qu'est en train de provoquer son voisin Pierrot, qui s'excite parce que les choses ne vont pas assez vite à son goût. À son goût, Pierrot, c'est pas attendre, c'est une vraie souffrance pour lui. Il roule des yeux dans tous les sens. Il agite les bras, rentre la tête dans les épaules, gratifie ses voisins de coude, malmène bruyamment sa chaise. Enfin, et c'est à chaque fois un dilemme pour moi. Dois-je, d'un regard, comme je le fais souvent, l'encourager à se servir en premier, comme ça on est tranquille, hein, ou dois-je décider, comme certains de mes collègues, que c'est à moi de servir chacun et continuer, alors qu'il a dépassé les 50 ans, de lui apprendre la politesse? Y a-t-il d'ailleurs une nécessité absolue à ce que les professionnels, dans ce cas précis, se rangent à une attitude commune? Il me semble que Pierrot, comme bien d'autres, a appris depuis belle lurette à connaître chacune des personnes qui s'occupent de lui. Et il me semble aussi qu'il a développé un certain talent pour se comporter différemment et en tirer des avantages selon que l'un ou l'autre membre de l'équipe accompagne le repas. Et puis il y a Lily. Lily qui risque de quitter la table après quelques bouchées. Je devrais dire après quelques fournées, tellement elle est pressée de se débarrasser du repas comme elle est pressée de se débarrasser de tout pour rejoindre le canapé dans lequel elle passe ses journées. Lily a une place bien particulière, au bout de la table, face à Pablo, là-bas au bout, le dos au mur. La place de l'autiste. Le dos au mur. Je me souviens du jour où en réunion, nous avions émis l'hypothèse qu'avoir un mur derrière son dos pouvait l'aider à contenir ses angoisses. On réfléchit en réunion. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit vrai? Et qu'est-ce que Lily l'aurait aimé aussi, peut-être que ce soit vrai, que ses angoisses tombent parce qu'on a essayé le dos au mur. Mais non. Aujourd'hui encore, Lily est en train d'engloutir sa soupe tout en me gratifiant de son regard
qui vire du bleu au noir. Qui a dit que les autistes ne regardaient jamais en face? Les repas d'ici. Lui voici encore ce soir, entre cette vigilance tendue aux difficultés des uns et des autres, et le devoir et le plaisir aussi que je me fais d'essayer de rendre ce moment agréable et chaleureux. Me voici assis à cette table comme les autres convives autour de cet objet solide qui nous rassemble par le partage qu'il porte et nous sépare par l'espace physique qu'il matérialise entre nous. Et je crois bien que c'est Lily qui illustre au mieux cette ambivalence de la table. Lily dans son monde perdu. Lily dont on se demande en permanence si elle sait où elle habite. Hein? Lily qui s'enferme dans ces petites mélodies de grognements sécrets dont on suppose qu'ils sont de joie. Mais que c'est-elle de la joie, Lily? Lily coincée contre son mur au bout de la table. Lily dont le corps ne semble pas avoir de limite et qui paraît se rassembler un peu au contact de ce meuble, du meuble du manger. Ce meuble qui la protège peut-être, qui la contient peut-être. Lily qui a appris à tendre son assiette pour être servie, qui ne dit rien mais qui a sa place dans la parole des autres. Qui a sa place dans la parole des autres. Comme par exemple lorsque Madeleine, dans sa grande sollicitude, la grande sollicitude qu'on lui connaît, entreprend de lui couper sa viande en lui disant des mots que je ne comprends pas, mais qui l'apaisent et font fondre pendant un instant la dureté de son regard. Mais pourquoi est-ce Madeleine qui coupe la viande de Lily? Pourquoi c'est pas moi? Ça relève de mon travail. Après tout, oui, mais il relève aussi de mon travail et c'est peut-être là l'essentiel de faire en sorte que la vie de ceux que j'accompagne ait du sens. Et laisser Madeleine aider Lily, encourager même ce geste d'un regard, d'un mot ou d'une posture particulière, c'est peut-être aussi, pour l'une comme pour l'autre, essayer de faire en sorte que ce temps du repas qui nourrit le corps afin qu'il continue de vivre, soit aussi celui qui, à travers le lien à l'autre, nourrit l'âme. Et c'est pas tous les jours qu'on y arrive. Et non, c'est pas tous les jours qu'on y arrive. Il y a aussi des moments difficiles qui mettent à mal nos idéaux et nos représentations. Et je pense à ces repas avec Jean-Michel. Ces repas au cours desquels mes collègues et moi devions nous gendarmer pour qu'il ne fauche pas le contenu de l'assiette de son voisin. À tel point que nous avions fini par lui proposer de manger tout seul à une table éloignée des autres. Vous imaginez aisément que ce genre de décision n'est pas facile à prendre. Mais que savons-nous du plaisir ou du déplaisir qu'il éprouve à être à table en compagnie ou à être à table tout seul? Ne le mesurons-nous pas uniquement à l'aune de nos propres ressentis, de notre propre manière de nous représenter et de vivre notre lien avec les autres? Nous isolons Jean-Michel, certes, mais c'est à ce prix seul aussi que les autres convives peuvent vivre leur repas sans se sentir menacés de voir sa main déboulée dans leur assiette. Peut-être aussi que Jean-Michel, pour qui le contact à l'autre est souvent vécu comme un drame, peut-être aussi que Jean-Michel y trouve utile une sorte de paix. Allez savoir. Peut-être. Vous l'aurez compris, une fois de plus, il n'y a pas de certitude dans l'accompagnement des autres, comme il n'y en a pas dans la manière d'évoquer la façon qu'ils ont de vivre entre eux. Il n'y a pas de certitude. Moi, la seule certitude qui me reste ce soir-là, à table avec eux, c'est que je suis là, à table, avec ces gens dont la société m'a confié l'accompagnement, que c'est mon travail. Mais eux, c'est pas leur travail, eux, c'est leur vie de tous les jours. Et puis si j'y réfléchis, pour moi aussi, c'est ma vie de tous les jours. Je vais au boulot tous les jours. Je mange avec eux tous les jours, presque. Je partage avec eux ces moments indispensables à la continuation de la vie, de notre vie à tous. Personnes accompagnées et personnes accompagnantes. Et moi, le vieil athée, je me dis que ce n'est peut-être pas pour rien que le repas pris en commun, la fameuse scène biblique, entre autres, puisse être devenu un symbole fort de la religion, dont l'étymologie du mot religion, ne l'oublions pas, religere, relier, nous rappelle que les hommes l'ont inventé pour relier les hommes entre eux. Merci.